Alors, nous allons entamer la fin de ce congrès avec le professeur Marcel Ruffo, que je n'ai même pas à vous présenter tellement vous le connaissez tous, et il a la gentillesse de venir régulièrement apporter son support à nos journées. Vous savez que Marcel est non seulement écrivain, puisqu'il a écrit des tas de bouquins, mais il est professeur émérite. Il a créé le service d'adolescents difficiles de Paris avant de le lâcher et de le donner à d'autres. Et puis maintenant, il continue ses consultations à Marseille. Et il a beaucoup travaillé effectivement sur les enfants, sur le genre, sur les enfants de transgenre. Et il a vu que ça posait des questions, que ça nous pose à nous aussi et à tous, et il va nous donner son expérience, ce qui ne veut pas dire qu'il va donner des réponses, mais qui va nous permettre d'y réfléchir ensemble. Marcel, c'est à toi. Bien, merci Mireille. Alors, plusieurs choses. C'est pas les transgenres que je dois traiter, mais si tu veux, je traite ça, ça me pose aucun problème, d'autant que j'en ai encore reçu un l'autre jour. Pourquoi ? Parce que je vois un petit garçon, c'est des garçons, dans l'immense majorité, qui veut s'habiller en fille et qui veut changer de prénom, etc. Et bon, moi, j'accompagne ce petit garçon sans prendre position, avec une mère très partante pour qu'il devienne une fille. C'est un petit garçon de 7 ans, et donc je l'accompagne, etc. Et je suis en relation avec une psychologue du Québec qui est très militante sur les transgenres et qui a fait en sorte que le Québec soit très avancé sur le traitement hormonal, etc. Et elle passe sur la toile. Il n'y a qu'un psychiatre à voir en France sur les transgenres, c'est Ruffo. Et donc je vois tous les transgenres de France. À tel point qu'on va créer à Toulon, avec une de mes collaboratrices géniale, qui a été formée à Paris au DU chez Cohen. On va créer une unité avec une endocrino, avec un éducateur, avec des différents agents culturels, pour peut-être groupe de parole des parents, groupe de parole des enfants, etc., pour comprendre un peu mieux l'évolution et tout ça. Mais mon sujet de ce soir, c'est pas ça. C'est les enfants nés par grossesse, par des mères porteuses, très vilain terme, et grossesse pour autrui. Et donc c'est ça mon sujet ce soir. Et alors c'est un sujet qui est très intéressant parce que j'ai été obligé d'y réfléchir très récemment parce que j'ai été auditionné au Conseil d'État sur la révision des lois d'éthique qui va sans aucun doute accorder la PMA, mais qui sur le plan de la grossesse pour autrui, reste toujours un questionnement. Déjà, on pourrait déjà critiquer le titre. Les enfants de mères porteuses, non, c'est pas les enfants de mères porteuses. C'est les enfants du couple qui a fait le projet d'enfant. Et actuellement, j'ai feuilleté le dernier livre, j'ai pas fini, de Régis Debray. C'est assez passionnant ce qu'il dit sur le plan de pourquoi on est aussi dans le présent, pourquoi on est autant fixé dans un moment qu'on vit, pourquoi on s'occupe plus trop du passé, plus trop de l'avenir, notamment les adolescents. C'est que par rapport à l'époque de nos grands-parents, qui avaient 50 ans de durée de vie, on a gagné 30 ans de vie maintenant. Moyenne de vie, c'est à peu près 80 ans, un peu plus les filles, un peu moins les garçons. Mais on a perdu l'éternité. C'est-à-dire que on a perdu l'éternité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion d'éternité, de après, que ce soit sur des plans religieux, en dehors de quelques étranges qui croient encore à des choses curieuses, mais on voit maintenant que on dit plus à un enfant qui perd son grand-père, il est au ciel, au paradis. Et puis sur le plan du culte, on n'a plus de messe pour le purgatoire, qui est une rentabilité importante pour l'Église, parce que payer pour ses défunts les messes de purgatoire, qui passent du purgatoire au paradis, ça peut être rentable, quoi. Et donc c'est fini ça. Et donc cette espèce d'immédiateté de monde du désir fait que l'enfant est vraiment la représentation du désir, quoi. Parce que le dernier repère d'éternité, c'est l'enfant. C'est quand on a un enfant qu'on peut encore imaginer d'exister à travers
la mémoire qu'il aura de nous, à travers le discours, à travers son nom, à travers, que sais-je, à travers le style d'une transmission vitale que plus rien, qui n'existe plus par ailleurs au niveau des religions, de la transmission, de la carrière. Regardez par exemple l'histoire de la médecine. Les nouveaux médecins ne veulent plus travailler comme les médecins de famille. C'est pas vrai. Ils veulent pas. Ils veulent avoir des loisirs, des temps à eux, et ils sont pas concentrés uniquement sur leur cabinet, leur patientèle et leur vie de médecin généraliste, par exemple, de famille. Ils ont une famille, ils ont une vie. Donc eux aussi sont touchés par l'immédiateté. Mais leurs enfants, par exemple, qui font médecine, la réforme, ça va leur plaire, avec la fin du numerus clausus, fait qu'ils ont cette histoire de transmission. Alors, donc ça pose le problème du désir d'enfant. Et quand, pour le Conseil d'État, j'ai cherché les 25 enfants que j'ai rencontrés dans ma carrière nés par grossesse pour autrui, 25, c'est pas énorme, mais c'est un petit chiffre. J'ai en fait retrouvé ces dossiers dans quelque chose qui a un dénominateur commun. Par exemple, les enfants nés par fécondation in vitro, les enfants nés par FIV avec l'Amandine Friedman, le premier cas. Et puis, les enfants adoptés par des hommes de manière monoparentale homosexuelle, parce que là, c'est une boutade au niveau juridique. Les couples homosexuels ne peuvent pas adopter un enfant, en tout cas, ça serait débattu. Il suffit de ne pas dire que tu es homosexuel, tu l'adoptes de manière monoparentale et tu adoptes un enfant. Bon. Et ça, j'en ai vu 12. Donc, c'est aussi dans les dossiers. Et puis alors, dans l'actualité des dossiers actuels, je suis 3 jeunes filles avec un Rokitansky sans utérus qui me montrent la trajectoire initiale de ce qui va se passer pour la partie des grossesses pour autrui lorsque la mère est invalidée par une absence d'utérus ou une stérilité, que sais-je. Donc, vous voyez, c'est quand même... Il y a les 25 cas, mais c'est plus un panorama clinique qui tourne autour du désir d'enfant plutôt que, finalement, la grossesse pour autrui. Mireille m'a dit tout de suite, et quand j'ai proposé ça, elle a fait une critique juste comme d'habitude. Elle m'a dit, c'est quand même dommage, Marcel, que tu n'aies pas demandé à les revoir. Alors, ta critique est extrêmement juste, et j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit, et j'ai trouvé 2 réponses. La première réponse, c'est que longtemps, j'ai été vent debout contre la grossesse pour autrui. J'ai signé des pétitions, avec René Friedman notamment, on avait fait un article contre ce fait-là. J'avais vu le précédent président de la République pour lui dire qu'on était contre, etc. Donc j'étais radicalement contre la grossesse pour autrui. Alors que, par exemple, j'en ai beaucoup débattu avec Israël Nizan, qui lui était pour. Et donc, pourquoi j'étais contre? Pourquoi j'avais cette radicalité contre qui me faisait que j'avais pas envie de revoir les enfants sur une notion contre-transférentielle de ces gens qui avaient fait un enfant hors la loi, et moi je me sentais engagé dans quelque chose sur lequel j'avais comme un vécu de complicité, d'étrangeté. C'est moi dont il s'agit. C'est pas les couples qui ont fait un enfant par cette méthode. Alors pourquoi j'étais comme ça vent debout? Parce que quand même, tu peux pas croire aux compétences du nourrisson, à la compétence du nourrisson, aux interactions dès les 3 premiers jours de la vie qui se fabriquent dans la grossesse entre la mère et l'enfant, le goût du lait, l'odeur, la reconnaissance de la voix, et d'un coup, tu fais un abandon utérin, la mère biologique disparaît, et donc l'interaction n'est plus aussi efficace, l'interaction du bébé et de sa maman, la maman, pas le papa. Le papa vient après, la mère. Le goût du lait, c'est pas le père. L'odeur, c'est pas le son de la voix, c'est la mère. Et donc, je pouvais pas imaginer une sorte de psychiatrie fétale et de dire non, on crée des abandons utérins, quoi, avec des mères porteuses. Ça, c'est le premier point. L'autre point, plus particulier, c'était donc, 1, mon contre-transfert, et 2, la position pédopsychiatrique, quoi. Et lorsqu'on en discute avec les pédopsychiatres, ils sont encore majoritairement contre cette histoire de grossesse pour autrui. Mais il y a un autre problème, c'est que ces enfants existent. Et qu'on a beau être pour, être contre, les enfants existent, et donc il faut donc s'en occuper. L'autre raison pour laquelle je n'ai pas suivi ces enfants,
c'était que j'avais l'impression d'être manipulé par la consultation. Il m'a mené un enfant pour que je dise qu'il allait bien et que je signe. Non, de dire, tac, vaccin psychologique, il dit, lui, que notre enfant va bien, donc pourquoi on ne pourrait pas avoir cette méthode puisque l'enfant va bien? Et donc, vous voyez combien j'étais cerné dans des positions psychologiques et éthiques qui me mettaient en difficulté. Au Conseil d'État, quand j'ai été auditionné, là, récemment, j'ai dit, j'ai pas eu cette position radicale. J'ai dit simplement que je ne savais pas. Que je ne savais pas. Que je n'ai pas basculé d'être contre à être pour. J'ai dit que je ne sais pas et qu'il faut donc des études, il faut des réflexions, un corpus, que l'INSERM se mette au travail, je ne sais pas quoi, et qu'on ait des éléments de réponse. Alors, moi, ce que je peux vous fournir ce soir, c'est ceux que j'ai rencontrés. Sur les 25 gosses issus de grossesse pour autrui, le plus souvent aux États-Unis, avec des milieux socio-économiquement très huppés, quoi. C'est quand même 55 000 $ la grossesse pour autrui. Je veux bien que ce ne soit pas marchandisation, mais c'est 55 000 $, le tarif actuel. Ce qui est correct. Surtout que lorsque ça échoue, c'est quand même 55 000 $. Le dernier couple que j'ai vu, là, de 2 garçons, ils ont fait 3 tentatives. Donc 3 fois 55 000 $. 3 fois 55 000 $. Bon. Donc 165 000 $ pour une petite fille, dont je vous parlerai après. Donc il y a ça. Mais revenons à la clinique. Sur ces 25 gosses, il y a eu 3 cas de pédopsychiatrie. 3 cas. Un enfant qui faisait partie du spectre autistique, parce que c'est pas parce que tu fais une grossesse pour autrui que tu peux pas avoir un autiste. Sinon, on ferait tous des grossesses pour autrui, on supprimerait les pathologies. Le deuxième cas, c'était un enfant plus grand, qui posait des problèmes sur son origine, un peu comme un enfant adopté, si vous voulez, mais plus précocement, à l'âge de 8-9 ans, quelque chose qui anticipait sur les désordres familiaux des enfants adoptés qu'on voit souvent. Et le troisième cas, c'était un adolescent qui s'orientait vers une homosexualité, les pères homosexuels ne supportant pas l'homosexualité. Comme s'ils avaient été responsables et coupables de l'homosexualité induite chez leurs garçons. Alors que l'homosexualité, dans la manifestation contre le mariage pour autrui, il y a plein de petits garçons et de petites filles qui sont homosexuels, mais les parents ne savent pas ceux qui manifestent. Donc 3 cas et les autres, des enfants normaux. Si je glisse un peu sur mon sujet, j'ai donc vu, je vous dis, 12 garçons qui ont adopté de manière monoparentale un enfant. Tous homosexuels, on est d'accord, hein, mais il n'y en a eu que 120 en France, 120, 140 cas. Donc 12, ça devient déjà épidémiologiquement intéressant. Alors ce que je peux dire de ces adolescents, c'est qu'ils étaient casse-pieds comme les autres, mais il n'y avait pas de spécificité. C'est-à-dire, tu peux avoir été adopté par des parents homosexuels, puis un adolescent pénible, sans qu'il y ait de spécificité sur l'histoire d'homosexualité. Revenons aux 22 autres cas. Ce qui est intéressant, ce sont les cas de figure. L'histoire, ce que je disais au début de l'éternité, quoi, pourquoi, par certains aspects, l'homosexualité masculine est plus mal supportée que l'homosexualité féminine. Parce que les homosexuels garçons cassent une transmission, arrêtent une filiation. Et d'ailleurs, je vous signale qu'au niveau suicidologique, l'adolescent homosexuel est plus à risque que l'adolescent hétérosexuel. Et que dans les motifs de suicide de l'adolescent homosexuel, il y a souvent ça. Je casse une transmission héréditaire, je ne donnerai pas d'enfant à mes parents, etc. Raison de plus de réfléchir à soutenir la parentalité des couples homosexuels. Pour justement une mesure préventive de ces adolescents qui rentrent dans le tourment de leur parcours sexuel. Donc, j'ai vu quoi? J'ai vu les homosexuels plutôt riches qui vont aux États-Unis, etc. Bon. Et vous verrez les cas singuliers qu'on peut avoir parfois. Le dernier, tiens, la dernière jeune fille que j'ai vue, jeune enfant qui a 4 ans, qui est parfaite, parfaite petite fille, elle a un couple de papa, donc
Et quand je la vois seule, elle me pose une question vraiment essentielle. Pourquoi j'ai 2 pères et pas de mère? Elle a 4 ans. Je dis, mais c'est plus compliqué que ça. Tu as 2 mères et un père. Pour m'amuser, quoi. Mais c'est vrai en plus. Il faudra que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette petite fille qui vit avec 2 garçons, il faudra qu'elle admette qu'elle a 2 mères et un père et qu'elle vit avec 2 pères. Dont un vrai père et un père biologique et un père d'affection. Et si jamais le père biologique meurt, qu'est-ce qu'elle devient? Quelle est la filiation? Quel est bon, s'il est pacsé, etc., père civil, mais s'ils ne sont pas mariés, s'ils ne sont pas pacsés, que va devenir cette petite fille? De qui est-elle la fille? À l'ASE? Est-ce qu'on va faire en sorte qu'elle soit placée? Enfin, et donc, cette petite fille qui est très remarquable, elle a donc 2 mères qu'elle va connaître. Pourquoi? Parce que la fille aux États-Unis qui a donné son nouveau site a dit, ça la concerne, c'est le plus bel acte de ma vie. Je ne vois pas en quoi c'est le plus bel acte de sa vie, mais c'est pour elle, c'est le plus bel acte de sa vie. Donc elle a dit, alors que la loi américaine a interdit, je donne mon identité et je la verrai. Et la mère qui a reçu la grossesse a dit aussi, je la verrai quand vous voudrez. Et donc, à 4 ans, elle sait déjà tout ça. Et donc, celle-là, grâce à Mireille, je vais la suivre. Celle-là, je vais voir ce que ça devient. Parce qu'elle m'intéresse, puis je vais écouter ce que tu m'as dit. Mais elle va très bien. Et donc, je l'ai écrit. En passant outre mes premières positions de distance et de me sentir en illégalité. Après, tu as des couples extrêmement originaux. Tu as des couples de garçons, par exemple, qui rencontrent un couple de filles homosexuelles qui font un enfant et qui demandent une garde alternée. Tu vois, pour transgresser avec la loi, il n'y a pas mieux, quoi. Ils ont un enfant biologique. Alors en plus, moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est une histoire assez merveilleuse. Un garçon a une histoire d'amour avec une jeune fille à 18 ans. Amour, première relation sexuelle. Ça ne leur plaît pas à l'un et à l'autre. Ça peut arriver au niveau des hétérosexuels, mais eux, ils comprennent que leur choix est ailleurs, leur position est ailleurs, et ils évoluent vers une homosexualité. Quand ils ont le problème de fécondation, le garçon dit à la fille, on pourrait encore essayer une fois d'avoir une relation sexuelle, on aurait un enfant, et comme ça, on le partagerait. Et donc, ils le partagent. Ils font une garde alternée. Pour les filles, ça se passe à peu près bien, elles sont dans l'enseignement. Pour les garçons, dans un village un peu dans les Alpes, le village vit moyennement leur vie, etc. Et puis, il va y avoir une séparation des 2 couples. Et des positions extraordinairement difficiles de radicalité dans les parents biologiques par rapport aux parents non biologiques. Donc quelque chose qui est extrêmement complexe. Déjà on parle de la loi des beaux-pères, de donner aux beaux-pères des temps d'action. Lorsque, par exemple, tu vis avec une fille qui a un garçon, une fille de 6 mois, et tu vis 10 ans avec elle, et puis tu rompes. L'attachement à ce petit garçon ou cette petite fille est total. Et quand tu rompes avec elle, tu es rien et tu n'as plus aucun droit. Et donc tu peux plus la revoir, alors même que l'enfant demande à te revoir. Mais là, c'est encore pire, puisque cet enfant a vécu de manière en garde alternée avec les deux couples homosexuels, et là, d'un coup, déchirement des couples et taratata. L'autre cas de figure plus compréhensible, c'est une stérilité. Mais vous allez voir comme c'est curieux. Stérilité féminine. Sinon, l'IAD, bon, ça pose d'autres problèmes, mais l'IAD résout, soi-disant, l'infertilité masculine. Mais restons sur le problème de la grossesse pour autrui, avec une femme donc, qui accepte qu'une mère porteuse, une fille, porte l'enfant du sperme de son mari, et après, elle a cet enfant. J'ai l'occasion là de rencontrer non seulement le père et la mère, ça c'est banal, avec l'enfant, mais aussi de rencontrer la fille qui a servi de mère porteuse. Les conditions, alors c'est en France, en pleine illégalité, les conditions sont extraordinaires. Il se retrouve dans un hôtel, lui va se masturber dans la salle de bain, avec du sperme frais, et avec une pipette dans la même chambre, elle se féconde avec le sperme ainsi donné. Une fois, ça échoue. Une deuxième fois, la discussion est trouble. Il me semble que la pratique a été un peu plus naturelle, quoi. Mais je ne suis pas sûr. Mais je suis sûr. Et cette fois, il y a une grossesse. La mère du couple ne sait pas les conditions de la naissance de l'enfant. Mais lorsque la grossesse apparaît,
l'homme a des attitudes matamores. On parlait de virilité. Il n'y a rien de plus bête que le matamore spermatique, quoi, tu vois, parce que c'est une forme rare du couillon, ça. Et donc, lui, il dit, je savais que ça allait marcher. Il savait que ça allait marcher, le mec. Bon. Et à ce moment-là, la femme stérile est 2 fois stérile. Elle est doublement stérile. Elle est doublement stérile. Et je pense à un autre couple qui avait essayé en Ukraine, un peu moins riche, parce que, si vous voulez, il y a une panoplie socio-économique. Mélenchon pourrait s'intéresser à ça. Il y a les États-Unis pour les nantis, pour les chefs de cordée. Après, tu as l'Ukraine pour les classes moyennes et l'Inde pour les malheureux, quoi. Tu vois, avec ce phénomène incroyable de la fille trisomique que les parents ne veulent pas, puisque la porteuse, il y avait eu une trisomie lors de la grossesse. Là c'est donc une grossesse en Ukraine qui ne marche pas. Et je revois les parents qui ont échoué, qui ne veulent pas adopter parce qu'ils ont une belle sœur psychologue qui dit que l'adoption c'est terrible. Ça, il faut faire attention à ces belles sœurs, psychologues ou psychiatres. Parce que les psychiatres, moi par exemple, on a une idée fausse sur l'adoption. On voit que les mauvais cas. On voit pas les cas réussis. On nous amène pas les adoptés qui vont bien. Mais il y en a beaucoup qui vont pas bien quand même. En morbidité, c'est quand même un motif de consultation fréquent. Donc, je peux me gourer, je peux être mauvais sur le plan épidémiologique, mais sur le plan clinique, quand on sait qu'un adolescent sur 7 en hospitalisation d'unité d'adolescent est un adolescent adopté, c'est beaucoup quand même sur les 1000 adoptions en France, et 1 sur 7 en unité d'hospitalisation. Si on fait un ratio, on est quand même un peu étonné par ça. Et donc, ils me disent quelque chose d'assez merveilleux. Le garçon dit l'inverse du spermatique un peu couillon. Il dit finalement, j'aime ma femme avec sa stérilité et on n'aura pas d'enfant. Et je trouve que c'est une jolie formule, quoi. De dire on peut ne pas avoir d'enfant. Rester sur une relation amoureuse, homme-femme, ou femme-femme, ou je ne sais pas quoi, sans qu'il y ait cette obligation d'enfant. Après, les autres cas de figure que j'ai eus, c'est bien entendu, on a vu les absences d'utérus, et puis il y a aussi, c'est compliqué, les stérilités masculines et féminines, où on a besoin d'un double don. On a besoin d'un don de sperme, d'un don d'ovocytes, et une troisième, une mère d'accueil. Ça fait quand même incroyablement compliqué, quoi, dans la filiation. Et là, par contre, j'ai pas voulu dire que c'était un cas psychiatrique, mais c'est un gosse qui avait un développement moyen, tu vois. C'était pas le précoce. Maintenant, dès qu'ils sont couillons, ils sont précoces. Mais là, celui-là, il était même pas couillon précoce, tu vois, avec des tests à 400 €. Donc évidemment, tu peux pas dire qu'il y a un mauvais QI à ce chiffre. Donc l'idée, c'était un gosse qui avait un développement un peu mou. Tu vois, quand je l'ai vu, il avait 3 ans et demi, il a 3 ans et 10 mois, il allait finir la section des petites maternelles. Peu d'attention, un peu opposant, pas très intéressé par les histoires, accro à sa tablette, tu vois. Bon, je peux me gourer, il peut faire un bond en section des moyens et section de grands, mais sa trajectoire était plus vive l'apprentissage ultérieur, tu vois, à 18 ans maintenant, plus à 16 ans. Et les parents... Les parents, donc, don de sperme, don d'ovocytes, mère d'accueil, disaient on ne sait quand même pas d'où il vient, quoi. C'est-à-dire que ce n'était pas eux. C'était... il y avait une hérédité de... Et moi, alors, c'est amusant parce que à un moment donné, dans les fécondations in vitro, je travaillais avec les sécos, mais il n'y avait aucune précaution d'évaluation psychologique pour les donneurs de sperme. Il y avait avoir des enfants, être en bonne santé, pas avoir de maladie, mais le teston. Donc un couillon donneur de sperme était un donneur potentiel, quoi. Je ne dis pas que la couillonnade c'est héréditaire, mais parfois oui. Hein. Et donc tout ça pose des problèmes vraiment extraordinairement intéressants et compliqués. Maintenant, je crois, enfin. Donc au Conseil d'État, j'ai dit que je ne savais pas, mais qu'a priori, on pouvait avoir confiance dans ces enfants nés par ces méthodes.
que la majorité des enfants iront bien, quoi. À condition que, par exemple, on ne fasse pas la même imbécilité que la grossesse sous X. À condition qu'on lève l'anonymat de toutes ces techniques, quoi. Que qui est la mère d'accueil, qui est la donneur d'ovocytes, qui est le donneur de sperme, quoi. Parce que sinon, ils vont être dans une situation originale, débattue au niveau politique, législatif, éthique, et ils vont se retrouver dans la même panade que la grossesse pour autrui, qui est une imbécilité majeure, quoi. Tu as tout à fait le droit d'abandonner ton enfant à la naissance, tu n'as aucun droit de le priver de son histoire, quoi. Comme ça. Lui, il est propriétaire de son histoire parce qu'il est né, et que ça, on ne peut pas y toucher, quoi. Et les éléments identifiants relatifs, c'est une idiotie. Non, il faut un nom, une identité, pour que éventuellement elle parle des conditions de son abandon. Le père, par exemple, compte aussi, malgré ce qu'on pense, car tous les enfants abandonnés cherchent la mère et jamais le père, quoi. Et donc tout ça crée un trouble, un secret des origines, dont on sait quand même le dégât au niveau psychologique ultérieur. Tout le monde n'a pas la chance d'être enfant adultérin. Tu vois, ça c'est bien. Tu es un enfant adultérin, tu ne le sais pas, 6% à Marseille, quand même, le troisième enfant. À Marseille, pas ailleurs. Et donc ils vont très bien. Ils vont très bien. Ils ont un père, etc. Ils sont dans une filiation, on s'en fout. Mais là, le secret porté, parce que je voyais les parents que j'ai rencontrés pour ces grossesses pour autrui, et ils étaient dans une position souvent de revendication, que je peux comprendre, puisqu'ils étaient hors la loi, mais une position aussi de fragilité, quoi. Parce qu'ils voulaient être d'excellents parents. Or, on sait très bien que les bons parents sont des parents moyens, quoi. Les parents qui valent 12 sur 20, c'est impeccable pour les enfants. Ils peuvent trouver des issues. Le trop bon parent est un parent handicapant, quoi, à distance. Le trop grand désir, le deuxième désir d'avenir porté sur le désir d'enfant est quelque chose qui aliène et qui enferme l'enfant dans quelque chose où c'est pas lui qui existe, c'est le désir de ses parents qui le fait être ce qu'il doit devenir, quoi. Alors, plus j'avance dans la réflexion, moins je sais, quoi. Moins je sais ce qu'il faut dire ou proposer. Je crois que on arrivera, je crois, à une acceptation. Peut-être pas ce mandat, peut-être pas ce mandat présidentiel, peut-être l'autre, je sais pas. On arrivera à une acceptation un peu sur des modèles comme le Danemark, etc., avec en régulant extrêmement les choses, en ne faisant pas que les étudiantes pauvres donnent leur ovocyte à je sais pas combien, sachant qu'à Barcelone, quand même, ça coûte 12 000 €, plus on te garde une partie d'ovocytes et d'œufs embryonnaires qu'on revend, quoi. Donc la marchandisation existe, hein, c'est assez redoutable, hein. Et pareil, il y a un autre problème que j'ai rencontré avec les mères porteuses, c'est un couple de femmes qui a utilisé une mère porteuse. Parce que les deux ne supportaient pas l'histoire de leur féminité. Alors, féminité, attention à ce que je dis, hein, parce que je passe pas pour un couillon spermatique, mais c'est vrai que la différence entre les garçons et les filles, c'est la grossesse, hein. Pour l'instant, même les pédopsychiatres qui fantasment toujours d'être enceintes, ils n'ont jamais pu, quoi. Et je crois que certaines homosexuelles... Moi, j'ai vu des couples homosexuels, dont un auquel je pense là, parmi les 25, qui avait un petit garçon qui allait bien, qui avait fait, elle aussi aux États-Unis, une grossesse avec une porteuse et l'ovocyte étant prélevé chez une d'entre elles. Et la deuxième grossesse avait échoué avec la deuxième fille homosexuelle. Mais elle refusait de porter l'enfant. Elle refusait la féminité, la déformation, disait-elle, les seins, l'allaitement. Elle refusait ça. Et c'était très intéressant de penser à ce petit garçon qui était né de l'ovocyte de sa mère, avec un nom de sperme, dont elle aurait après à lui dire qu'elle ne voulait pas le porter in utero. Alors que vous savez que les gosses adoptés, dans les insultes qu'ils profèrent aux parents à l'adolescence, c'est « j'étais pas dans ton ventre ». Parce qu'ils retrouvent une piste extraordinaire de l'intimité incroyable de la vie intra-utérine, où des choses se nouent à tous les niveaux, mémoriel, chansons, impressions, sentiments, anxiété. Donc
au stade de nos connaissances, on ne sait pas grand-chose sur ce qui se déroule vraiment, fondamentalement, entre la mère et l'enfant pendant la grossesse. On sait le son, on sait Carleux, on sait la musique, on sait la mémorisation, mais c'est que dalle par rapport à d'autres choses qui doivent se jouer, quoi. Et donc, vous voyez, quand on dit ça, on se dit qu'il faudrait, dans une situation idéale, qu'il y ait peut-être un couple de mères qui accompagnent l'enfant dans son premier mois, la mère biologique et la mère d'accueil, qui travaillent de concert avec ce bébé pour créer une individuation-séparation du bébé, mais qui bénéficie aussi de sa mère biologique, avec toute la part biologique de la grossesse. Mais vous vous rendez compte comme c'est difficile? Parce que j'ai vu moi aussi des maltraitances de mères d'accueil. Hein. Bon, elles sont payées, donc tu dégages. À la grossesse, on ne te montre pas l'enfant, on le met sur le ventre de l'autre maman, quoi. T'accouches, tu portes 9 mois un enfant et d'un coup tu es viré, quoi. C'est pas possible. Et les maris des mères d'accueil sont extrêmement étranges. Ils sont fiers de leur femme et ils changent de voiture, quoi. Donc, tout ça doit être traité, quoi. Analysé, programmé. Il faudrait des centres spécialisés où il y aurait un accueil, un travail avec les mères d'accueil, un travail avec les mères qui vont accueillir les mères biologiques, une confrontation, une observation sur le bébé, un peu comme un LOGSI, comme les enfants abandonnés en Hongrie, comme les pédiatres géniaux, comme des établissements qui accompagneraient ça et qui permettraient un accordage affectif et relationnel sympathique à l'origine de ces enfants. Vous voyez que je suis en train de basculer finalement vers l'acceptation, quoi. Mais pas encore. Et donc voilà le moment le stade de mes réflexions. On va voir ce que disent les députés, c'est leur métier, c'est leur travail. On va voir ce que disent les magistrats. Mais de toute façon, tout ça c'est bien gentil, la loi, la législation. Le fondamental, ce sera cet enfant et ses origines qu'il faudra protéger de la singularité pour qu'il accepte cette singularité, quoi. Qu'il soit vraiment au courant de ce qui s'est passé, avec des identifications, des visages, des sentiments, de l'affection même. Une sorte de possibilité aux anniversaires qui reçoivent un courrier de sa mère biologique, enfin des choses dans une traçabilité pour qu'il construise son avenir en fonction de son passé original qu'il aura eu. Mais entre nous, ça ne va pas être facile. Je vous remercie de votre attention. Marcel, tu nous montres combien on ne sait rien. Tu nous montres combien on ne sait rien, mais en même temps, tu as cette, je vais dire, croyance, parce que, au fond, c'est une croyance de psychiatre, des liens d'interaction profonds intra-utérins. Faisons de la science-fiction. Tu as vu que les travaux utopiques en cours semblent aller vers un utérus artificiel qui résoudrait tous les problèmes. On n'aurait plus de problèmes éthiques à se poser. On met une petite poche avec la température, des liquides de perfusion, et ça a marché déjà avec des génisses, je crois. Donc, de la génisse à l'homme, il y a peu de chemin. Il y avait un auteur que vous savez que j'aime bien, qui est Zwang, qui avait écrit dans Le sexe de la femme, en dernière partie, déjà, cette utopie des utérus à venir artificiels qui feraient des enfants tout seuls. Mais bref, et c'est pour ça que je te dis, c'est quelque part de la science-fiction, et on rejoint ces films de science-fiction dont j'ai oublié le nom, là, l'air de Matrix, avec la matrice artificielle qui fait plein d'enfants à venir. Ce serait un petit peu pareil, c'est-à-dire des enfants sans lien affectif, enfin, avec quelque chose qui serait de l'affectivité, mais qui aurait que des liens biologiques et qui pourraient être des enfants soldats. C'est pour ça, peut-être, ça pourrait se faire en Amérique. Tu vois, il y a quelque chose qui... On va faire de la science-fiction, oui. Alors. Il y a quelque chose les Lyonnais ont travaillé sur les rêves, le sommeil paradoxal dans les derniers mois, 8e, 9e mois de la grossesse. On sait que le sommeil paradoxal apparaît, en tout cas se développe fort, dans les derniers mois de la grossesse.
Et donc, ce qui est fabuleux comme réflexion et comme découverte scientifique de la part de l'école de Jouvet de Lyon, c'est qu'on s'est aperçu que dans les derniers mois de la grossesse, les rêves de la mère étaient en synchronie avec les rêves de l'embryon. Et ça, je crois que c'est une source de réflexion aussi passionnante, quoi. Ouais, mais c'est le support du rêve, le sommeil paradoxal. À l'EEG fœtal, il y a sommeil paradoxal synchronique, en synchronie parfaite avec le sommeil paradoxal de la mère. La mère arrête de rêver, le fœtus ne rêve plus, l'embryon ne rêve plus, la mère recommence à rêver, l'embryon rêve encore. Et ça, je veux dire que rappelez-vous vos rêves, quoi. Moi, ça, c'est une passion, les rêves, parce que on passe la moitié de notre vie à dormir. Sur les 80 ans, il y a 40 ans de sommeil. Donc, autant qu'on s'intéresse un peu au sommeil, quand même. Parce qu'on vit que 40 ans, hein, même en vivant 80 ans. C'est pas beaucoup, hein. Et donc, je veux dire que le rêve est synchronique chez l'embryon. C'est quand même assez passionnant, ça. Lorsque, par exemple, une femme te dit en entretien, voilà, j'ai perdu mon père pendant ma grossesse, il s'est pendu, j'ai été malheureuse, d'accord. Et à ce moment-là, j'ai failli perdre l'enfant parce que je me suis mise à saigner, j'ai été alité, etc. Est-ce que vous croyez que ce que j'ai vécu là, c'est l'explication de son anxiété, du fait qu'il ne veut pas me lâcher, etc. On dit non. On dit, mais madame, il n'y a pas de preuve. Est-ce qu'on ne ment pas? Est-ce que dans notre tête, on dit, purée, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi l'émotion, ce ne serait pas aussi... Alors, nous faut une preuve biologique. Il nous faut un truc, il nous faut un examen, un marqueur, quoi. Mais on l'aura, peut-être. Et si on a un marqueur des rêves, et que ce marqueur est aussi augmenté après dans l'anxiété des premières années de la vie de l'enfant, qu'est-ce qu'on dira? Qu'il ne se passe rien dans la grossesse, au niveau de l'émotion, et des sensations, et des perceptions. Et là, l'utérus artificiel, Mireille, il est con comme la lune, parce qu'il n'a pas d'émotion. Mais absolument. L'utérus artificiel, il faut briser l'utérus artificiel. On le cassera, on fera des manœuvres d'attaque, les pédopsychiatres, avec des marteaux contre l'utérus artificiel. Oui, mais tu as vu que ces zones de rêve paradoxales, c'est ce qui a été décrit aussi comme des empreintes mémoire, et avec des lignes blanches qui s'impriment ou qui s'impriment pas. Alors c'est vrai que si une femme peut avoir à un certain moment un stress qu'elle va entériner la nuit dans sa mémoire et mettre en rêve, ça va quand même influer aussi par les amines, etc., sur l'enfant, qui va être un enfant qui peut avoir engrammé des traces, ce qu'on appelle les traces mnésiques de stress. Ouais. Mais, par exemple, en t'écoutant, je pense à cette jeune fille que je suis, là, qui est géniale, quoi, qui a une Rokitansky, qui est la fille la nièce d'un gynéco, donc le malheur est sur elle, quoi. Et elle a des maux de ventre à 15 ans, 16 ans, échographie et paf, absence d'utérus. Et donc, elle rencontre une sage-femme géniale, quoi, qui l'aide aux techniques bizarres de dilatation, etc., du tout petit conduit vaginal qu'elle a. Elle souffre, elle a mal, enfin bref. Et cela dit, elle est sublime. Elle part dans une grande université américaine 2 ans, là, elle a eu une bourse, elle est géniale. Mais lorsqu'on parle de son futur, elle me dit, j'aurais pas de sexualité, je peux pas faire ça à un garçon. Je dis, ah bon, un garçon peut savoir que tu n'as pas d'utérus et il peut t'aimer, quoi. Non, je ne peux pas faire ça. Je dis, mais est-ce que tu envisages une grossesse pour autrui? Elle me dit, ah non, ça, je ne peux pas. Elle a 18 ans. Hein. Je ne sais pas ce qui sera dans la suite. Elle a 20 ans. Je ne sais pas ce qui sera dans la suite. Mais c'est intéressant de noter que cette fille avec cet handicap, l'absence d'utérus, par contre, elle m'a dit, j'ai vu qu'il y a une greffe d'utérus en Suède qui a été faite, et ça m'intéresse. Donc, greffe d'organes. Et tu vois, malgré tout, porter un enfant, une grossesse fonde des choses de projection imaginaire, de tout un désir d'enfant, d'hypothèse sur l'enfant, qui fait partie de la maternité, de la paternité, quoi.
Vraiment, les garçons, quand la fille avec qui tu vis t'annonce tu vas être papa, je sais pas ce que c'est. Les garçons, ils savent pas trop. Maintenant, plus. Mais en même temps, ils participent après la grossesse. Ils sont ravis ils viennent à l'échographie. Moi, j'étais à Amiens hier soir. Sur l'anxiété chez le tout petit, il y avait plein de pères, quoi. Ce qui est nouveau dans ma carrière. J'ai commencé ma carrière avec des publics féminins, quoi. Et là, j'arrive à une mixité de plus en plus forte de la part des garçons. C'est bien. Ça participe de la féminité masculine, d'une part de féminité masculine qu'on doit tous applaudir, quoi. Mais il reste la grossesse. Il reste la grossesse et la décision d'enfant qui est toujours féminine, quoi. Qui est jamais masculine. Hein. Qui décide de maintenir une grossesse, la fille, jamais le garçon, quoi. Hein, c'est comme ça. Et donc, à ce niveau-là, ce pouvoir féminin, ce grand pouvoir féminin, serait annulé par l'utérus. Tu vois, il y aurait plus d'IVG, par exemple, avec l'utérus artificiel. On n'aurait pas besoin, de toute façon. Et peut-être sur le monde des années alors 2100, il y aurait incroyable, un enfant est né de manière naturelle, quoi. Ça serait un scoop. Il passerait aux 20 heures. Il y a une mère qui a été enceinte, qui a fait naître un enfant. C'est incroyable, vous vous rendez compte? Et elle a pris les risques qu'elle a pris, une éclampsie, une hémorragie de la délivrance, un trouble de malformation, parce que dans l'utérus artificiel, ça va défiler, hein. Purée. T'as vu un peu, il a une artère pulmonaire, fous-moi ça à la poubelle. Oh, t'as vu, il est blond, fous-moi ça à la poubelle. Tu as vu, il a les yeux bleus, je peux pas les voir, fous-moi ça à la poubelle. C'est le modèle de l'eugénisme, quoi. C'est le modèle de l'eugénisme. Il faut ressusciter Goebbels avec de l'ADN et le mettre avec l'utérus artificiel, quoi. Oui, mais on a commencé à synthétiser des spermatozoes, on va les faire bons. Oui, mais je veux dire que ce qui est beau dans la vie et dans les enfants, c'est l'inattendu, quoi. Ah oui. Ce qui est beau, c'est l'inattendu. C'est la surprise d'un enfant qui n'est pas celui dont tu rêvais, celui que tu voulais avoir, mais qui te surprend et qui est lui, dans une notion de liberté, quoi. L'enfant, c'est d'abord lui, et c'est pas une programmation. Et c'est pour ça que je commence encore à hésiter sur la grossesse pour autrui. On va être obligé de conclure parce que le temps passe, mais quand même, tu as commencé à répondre à un moment donné à la question qui t'était posée, c'est-à-dire, faudra-t-il les revoir ? Alors tu dis oui, et en même temps tu sais pas, et en même temps ce qu'on sait pas, c'est ce qu'on leur dira, et tu dis il faudra leur dire leurs origines. Et là on retombe sur le problème du secret, et il y a des apports qui nous sont faits par la PMA. Je crois qu'il y a tout quelque chose de très important à faire, peut-être pour l'an prochain pour Aeusexogene où tu nous reviendras. Merci à toi. Alors, j'ai envie de vous parler de la difficulté des femmes et de vous parler de la difficulté des soignants à parler de la sexualité. C'est-à-dire que chez les femmes excisées, quand on pose la question en première intention, on trouve souvent une difficulté où elles savent pas trop quoi dire de leur sexualité. Et chez les soignants, chez les gynécologues, chez les sages-femmes, chez les kinés, on trouve une difficulté aussi à pas savoir quoi dire à ces femmes-là sur leur sexualité. D'une certaine façon, c'est comme si les paroles étaient coupées un peu des deux côtés, du côté des femmes et du côté des professionnels. Alors, si on essaye de réfléchir sur ce qui se passe du côté des femmes, on voit que dans leurs paroles, il y a souvent l'idée de « je n'ai rien à dire sur ma sexualité. De toute façon, j'ai plus rien, on m'a tout coupé, c'est tout plat, c'est mort, en bas, il y a rien à voir et rien à dire ». Alors, si on commence à réfléchir au pourquoi les femmes excisées ont des difficultés à parler de leur sexe, alors il y a plein de raisons. La première, c'est quand même la question du traumatisme. Il faut savoir que la plupart des cas, la mutilation est vécue dans l'effroi et de la sidération psychique. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un psychotraumatisme est beaucoup plus important quand la victime est jeune, quand la victime est vulnérable, quand la victime est surprise et quand les auteurs, c'est des personnes de l'entourage, des personnes de confiance. Ce qui se passe pour l'excision, c'est qu'on se retrouve dans toutes ces situations-là. C'est-à-dire que les petites filles sont souvent excisées avant l'âge de 5 ans. Alors, ça va dépendre des ethnies, ça peut arriver un peu plus tard.
que ça se passe avec des personnes de l'entourage, c'est-à-dire que ce qu'ils racontent quand même toujours dans les récits les femmes, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est les tantes, la grand-mère qui m'emmène. On me dit qu'on va me faire des tresses, on me dit qu'on va voir une amie. Et du coup, elles se retrouvent surprises, tout d'un coup écartelées et sous le couteau de l'exciseuse, sans savoir ce qui leur arrive. Et ce manque de préparation, alors c'est une question importante parce que l'excision a été beaucoup ritualisée, c'est-à-dire qu'il y a toute une période où on ritualisait, c'est-à-dire qu'il y avait une fête, il y avait des cadeaux qui pouvaient être faits à la petite fille, il y avait des soins particuliers qui se faisaient après l'excision. Alors, je suis pas en train de dire que parce qu'il y a ritualisation, c'est moins grave. Je suis une fervente défenseuse contre l'excision, mais au niveau psychotraumatique, le fait qu'il y ait une préparation et qu'on sache ce qui va se passer, pourquoi on fait ça, n'a pas du tout les mêmes conséquences. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas du tout ces ritualisations-là, où il y en a de moins en moins, et ça se passe beaucoup plus dans une interdiction d'en parler aussi, parce qu'une autre raison de pourquoi la parole est difficile, il y a la notion du secret. L'excision, c'est quelque chose dont on ne parle pas. C'est-à-dire, les femmes disent très bien, on ne parle pas avec nos mères, c'est pas possible, on ne parle pas de ces choses-là. Ce qui se passe pour des femmes qui ont été excisées en France, ce qui est le cas qui est heureusement de moins en moins le cas, mais là, on augmente une autre question qui est l'idée du risque des poursuites judiciaires. Alors, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'il y a une vraie interdiction d'en parler et que des personnes qui sont censées protéger l'enfant, comme la famille, du coup, isolent l'enfant dans un secret dans lequel la parole est impossible. Dernière question, c'est la honte. C'est-à-dire, il faut savoir que chez ces femmes-là, il y a une perte du statut de vraie femme en contexte migratoire. C'est-à-dire que des femmes excisées dans leur pays, c'est parce qu'elles sont excisées que, par exemple, elles vont pouvoir se marier. Ce qui se passe quand elles sont en France, c'est que ces femmes excisées, elles se comparent avec d'autres femmes qui ne sont pas excisées. Par exemple, elles racontent comment dans le vestiaire de la piscine, elles vont regarder leurs petites copines qui sont pas faites comme elles vont commencer à se cacher. Elles vont avoir des rapports sexuels avec des partenaires qui vont avoir des rapports sexuels avec d'autres femmes qui ne sont pas excisées. Et c'est dans cette comparaison-là où elles vont commencer à se sentir parfois handicapées, différentes que les autres femmes, pas des vraies femmes. Et il y a aussi un discours occidental qui est assez stigmatisant, qui dit les femmes excisées, les pauvres, elles sont frigides. Du coup, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre comme parole différente à ces femmes-là. Si on regarde ce qui se passe du côté des soignants. Alors, du côté des soignants, il y a vraiment cette idée de est-ce qu'on doit parler de ce qu'on doit dire à une femme qu'elle est excisée, une femme qui vient pour un examen gynéco, dans lequel elle vient pour un frottis parce qu'elle a une mycose, etc. Est-ce qu'on doit amener cette question-là dans un suivi de grossesse? Est-ce qu'on doit parler d'excision alors qu'on est là pour voir comment ça se passe pour la grossesse de cette femme-là? Et il y a la question de la surprise. Des fois, on s'est pas préparé à voir un sexe mutilé. Il y a pas longtemps, j'avais une sage-femme d'une PMI qui m'a appelée en disant « J'examinais une femme et j'étais surprise parce que j'ai vu son sexe et j'ai vu qu'elle était excisée. Et en fait, je suis restée un peu médusée, un peu pétrifiée. J'ai pas su quoi dire, j'ai rien dit. Et en même temps, je trouve que c'est pas bien, que peut-être j'aurais dû lui dire quelque chose. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider à réfléchir un petit peu parce que je la revois dans un mois. » Alors, dans cette parole des soignants, on sait qu'il y a la notion de la surprise, c'est-à-dire on n'est pas préparé, on n'est pas formé, c'est la première fois qu'on voit un sexe excisé et on n'est pas sûr du diagnostic d'excision parce que du coup, des fois, c'est pas si évident que ça. Il y a aussi la question de la pudeur. Souvent, il y a cette idée de est-ce que je vais parler de quelque chose qui est douloureux à une femme qui demande rien, en fait. Est-ce que je vais parler d'un problème alors que peut-être pour cette femme, ça pose pas de problème, peut-être qu'elle a pas de souvenirs, c'est arrivé bébé, etc. Et il y a aussi la peur de juger la culture, c'est-à-dire c'est une pratique culturelle. Est-ce que je dois amener cette question-là? Est-ce que je vais être critique? Est-ce que je vais être jugeant? Alors, je ne dis rien.
Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la vision du sexe mutilé qui peut ne pas être facile à voir, c'est-à-dire il y a cette idée d'effroi et d'impensable qui peut exister aussi. Cette idée d'être médusé, comme le regard de la méduse qui pétrifie, il peut avoir chez certains professionnels, on n'est pas préparé, cette réaction-là. Alors, pourquoi c'est important d'en parler? Alors, c'est important d'en parler parce que il faut savoir que quand même dans le monde, il y a 200 millions de femmes et de jeunes filles qui sont excisées. C'est les derniers chiffres de l'UNICEF de 2016. Qu'avec les phénomènes migratoires en Europe, on estime à peu près à 500 000 femmes excisées et qu'en France, là, alors l'enquête d'Armelandro parle de 53 000 femmes en France. Elle date un petit peu, on estime aujourd'hui qu'il y aurait à peu près 60 000 femmes excisées en France. C'est-à-dire que dans les consultations, on peut être amené à rencontrer des femmes excisées. Si on regarde ce qui se passe dans le monde, c'est important de comprendre que souvent il y a cette idée de l'excision qui concerne l'Afrique. Alors oui, ça concerne l'Afrique, mais ça concerne aussi d'autres pays. Ça concerne l'Indonésie, ça concerne le Moyen-Orient et un petit peu certaines régions d'Amérique latine. Que la plupart des femmes qu'on va voir en France, c'est des femmes avec une migration d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que, par exemple, des pays comme le Mali, il y a une prévalence de 89% d'excision, c'est-à-dire que c'est extrêmement important et que quand on voit une patiente malienne, il y a un risque important qu'elle soit excisée. En Guinée, 96% de prévalence. Alors là, je vous fais une découpe par pays. C'est pas. Alors en fait, c'est selon les ethnies, c'est-à-dire l'excision elle est pratiquée selon les ethnies. Alors dans un même pays, par exemple au Sénégal, on sait que ça va dépendre de l'ethnie, on peut être excisé ou pas. Les Soninké excisent, les Wolofs n'excisent pas. Alors des pays comme le Sénégal dans lequel il y a plusieurs ethnies, ça va dépendre de l'ethnie. Alors pourquoi c'est important d'en parler? C'est important d'en parler parce que chez les femmes excisées, il y a un souhait d'être comme les autres femmes. Il y a un vrai désir d'intégration. Et quand les femmes excisées, on leur parle pas de leur vulve, on leur parle pas de leur sexe, c'est une façon de pas les considérer comme des femmes comme les autres. C'est-à-dire que nommer le sexe, c'est une façon de le faire exister. Nommer le clitoris, c'est une façon de dire qu'il y a un clitoris qui est là et on peut expliquer comment il fonctionne. On va voir comment on peut raconter les choses aux femmes parce qu'une femme excisée, il y a une partie émergente du clitoris qui a été coupée, mais il y a une partie du clitoris qui existe toujours. Et que pouvoir nommer, c'est une façon de permettre aussi un réinvestissement positif de cette zone génitale qui est quand même souvent déclarée comme inexistante ou morte. Et là, je parle plus du côté du travail psy. Le fait de pouvoir parler, ça peut permettre une rémémoration élaborée de ce qui a fait traumatisme. Et c'est un des éléments qu'on va travailler, par exemple, en thérapie. Mais il ne faut pas oublier une autre question qui est fondamentale, qui est la question de la prévention. C'est-à-dire que quand on voit une femme enceinte excisée, on a une obligation d'en parler parce qu'il y a une obligation de faire la prévention. C'est-à-dire cette femme enceinte peut être enceinte d'une petite fille. Qu'est-ce qui va se passer avec cette petite fille? Le Conseil de l'Europe a fait un guide de recommandations pour les professionnels où ils évoquent vraiment l'importance de faire de la prévention. Alors, comment on peut faire en consultation? Comment vous pouvez faire, médecin, sage-femme, kiné, en consultation avec des femmes victimes d'excision? Avec l'équipe de l'unité de soins où on travaille, on a réfléchi à différents points qu'on pouvait, pour faciliter la parole autour de ça. Alors la première question, c'est dans l'interrogatoire, dans les antécédents, poser la question, êtes-vous originaire d'un pays où on pratique l'excision? Pensez-vous avoir été excisé? En même titre qu'on pose la question des violences. C'est-à-dire les violences, on ne posait pas la question pendant très longtemps. Et heureusement, la question sur les violences, elle fait de plus en plus partie des questionnaires, des questions systématiques qui sont posées. Et on se rend compte que quand on pose la question des violences, les femmes parlent. Deuxième chose, prendre le temps de rassurer et d'expliquer. Souvent, les femmes, elles ne savent pas ce qu'on leur a fait. Et dans un examen de la vulve, vous allez pouvoir voir et vous allez pouvoir expliquer. L'OMS a différencié 4 types d'excision. L'excision type 1, où il y a une ablation du capuchon du clitoris. Type 2, ablation de la partie émergente du clitoris et des petites lèvres. C'est l'excision qu'on pratique en Afrique de l'Ouest et c'est 80% des excisions, c'est des types 2.
Type 3, c'est l'infibulation, et type 4, c'est d'autres types de mutilations comme des scarifications. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit à la patiente? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ça va être un peu en fonction de la demande de la patiente. Quand c'est un cas d'excision qu'on peut appeler une excision simple, je mets des guillemets, c'est-à-dire c'est une excision dans laquelle la femme n'a pas de plainte, on va poser des questions. Est-ce que l'excision, ça pose problème ou pas? Et la femme va nous dire non, j'ai pas l'impression, il n'y a pas eu des éléments psychotraumatiques et j'ai une vie sexuelle qui peut à peu près fonctionner. C'est important de pouvoir expliquer à la femme que son clitoris est présent, que le clitoris est présent sous la cicatrice, expliquer comment est fichu le clitoris. Mais pour ces femmes, entendre qu'elles ont quand même un clitoris, même si elles sont excisées, c'est extrêmement important. C'est une parole très simple et c'est une parole qui change absolument tout. Deuxième cas, des femmes qui expriment une plainte ou une inquiétude. C'est-à-dire qu'elles ont peur de comment ça va se passer pour l'accouchement, par exemple. Et là, c'est important de pouvoir les rassurer sur le futur obstétrical, parler que la césarienne n'est pas systématique, et pouvoir expliquer comment ça peut se passer un accouchement, qu'est-ce qui se passe s'il y a une pseudo-infibulation, qu'est-ce qu'on peut faire. Et après, il y a les patientes qui sont déjà relativement informées et qui ont une demande de réparation. Alors, juste sur cette question de la réparation, ce qui est important, c'est de ne pas présenter la réparation en disant c'est la chirurgie. Parce que trop longtemps, dans un désir un peu comme ça occidental de ces pauvres femmes, on va les réparer. Et il y a quelque chose de très rapide et très systématique qui a été présenté, la réparation chirurgicale, comme la solution pour ces femmes. Et il faut savoir que c'est pas à coup de bistouri qu'on répare une blessure comme l'excision. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont des conséquences psychotraumatiques, il y a des femmes qui sont dans des mariages forcés, qui vivent des violences sexuelles et que du coup, on peut faire une réparation du clitoris et faire un clitoris gros comme la Tour Eiffel, on va pas résoudre la vie sexuelle de ces femmes-là. La réparation, c'est quelque chose de global. Les unités de soins, de plus en plus, elles sont pluridisciplinaires et on va gérer un petit peu dans la globalité. Mais attention à comment on présente les choses. Il y a le cas de la pseudo-infibulation, la fibulation. Ça, c'est une autre situation dans laquelle on peut proposer une chirurgie de réouverture pour ces femmes. Et qu'est-ce qui se passe si on découvre l'excision au moment de l'examen? Est-ce qu'on doit en parler? Oui, plus. Je vois plein de femmes en consultation qui vont dire j'ai vu plusieurs médecins, personne m'a parlé de mon excision. Je comprends pas pourquoi. Tous ces médecins, un jour, il y a une sage-femme qui m'en a parlé, mais avant, il y a plein de médecins, tout le monde a vu et personne n'a rien dit. Il y a des femmes qui ne savent pas qu'elles sont excisées. Il y a des femmes qui pensent qu'il y a un truc bizarre, mais en même temps, elles ont été voir un gynéco, sage-femme, personne ne leur a rien dit. Et ces femmes-là sont souvent dans la demande qu'on puisse leur permettre d'ouvrir cette porte-là, de pouvoir poser des questions, de pouvoir comprendre ce qui leur est arrivé. Ce qui se passe avec les femmes excisées, c'est qu'il y a deux problèmes, c'est-à-dire c'est le tabou de la sexualité et le tabou de la violence. Et là, on est confronté à deux situations dans lesquelles la parole est extrêmement compliquée. Et c'est pour ça que la parole de soignant peut avoir vraiment un effet apaisant pour ces femmes et qu'il ne faut pas oublier que l'excision, c'est une mutilation, c'est une violence et que, comme pour toutes les violences, le silence est l'écueil à éviter. Je vous remercie. Alors, bonjour à tout le monde et merci donc de me permettre de faire un peu le point là-dessus, mais bon, Rosa vient déjà de vous décrire un raz-de-marée. C'est pour ça que, un peu volontairement, dans mon PowerPoint, j'ai pas mis le mot pornographie, parce que je savais qu'elle allait appuyer bien sur cette question-là. Et donc, commençons. Voilà, moi j'avais des objectifs que vous avez sur le programme, donc je ne vais pas les redire, mais on va les remettre un par un. Alors, être en mesure de faire la part entre les discours ambiants d'un contexte d'hypermédiatisation et la réalité clinique de la patientèle, eh bien, voilà. Bon, déjà, c'est quand même, il faut être simple. Malheureusement, je dirais, mais ces violences sexuelles, c'est depuis la nuit des temps quand même. Hein. On n'en a pas de doute et qu'évidemment, c'est
les femmes, les filles, les enfants, les handicapés, les personnes vulnérables, les hommes aussi quand même. Ah ouais, disons-le. L'approche clinique, l'approche clinique, elle date du 19e, mais même avant, parce qu'on trouve dans bien des textes historiques déjà que ce phénomène-là, il intéressait déjà aussi. Voilà, il faut quand même citer tous ces noms. Il faut citer Havelock Ellis, quand il disait les nuits de noces, ça correspond à des scènes de viol. Donc on est à la fin du 19e, début du 20e. Soit les hommes se comportent avec leur épouse comme avec des prostituées, soit ils se révèlent incapables d'éveiller et de comprendre les besoins érotiques de leur femme. C'est une jolie phrase quand même. On était dans les débuts de la pornographie quand il écrit ça. C'était déjà intéressant. Ferenczi, bien entendu, nous a apporté beaucoup. Et puis après, vous voyez, il y a quand même eu dans le temps, il a fallu attendre les années 70 pour que peut-être on se réintéresse à ce problème-là. Mais entre-temps, il y avait eu des guerres aussi. Avec ce qui cliniquement a été bien approché avec l'état de stress post-traumatique, l'introduction dans le DSM-3 de cette entité, tout ce que la théorie des émotions nous a apporté, le DSM-5 en 2013, voilà. Bon, ça, c'est d'un point de vue, on va dire, scientifique. Maintenant, ces violences sexuelles, il y a tout le problème de leur complexité sociétale. Et là, il faut encore refaire un peu d'histoire, parce que finalement, on se rend compte que du 19e au milieu du 20e siècle, la réalité du phénomène de la violence sexuelle et de la violence, tu vois, elle est quand même claire. Mais en même temps, entre le poids du tabou, du déshonneur de la patrie, parce que c'est l'honneur de la patrie qui est en jeu dans tout ça, finalement, on ne parle pas de ce que ça en termes de victimation de ce qui se passe, peut-être parce qu'encore, peut-être ces personnes sont un peu autres, sous-espèces, un point d'interrogation, mais lisez Zola, lisez Maupassant, franchement, il y a des descriptions de violences sexuelles qui sont extrêmement fortes. Alors, le rôle de la presse écrite, il a été très important aussi au 19e, mais malgré tout, c'est le silence quand même qui s'abat là-dessus. Les années 60-70, alors là, c'est la libération sexuelle, c'est sûr, vous en avez tous parlé, mais ce sera aussi cette période de pédophilie culturelle qu'il ne faut pas oublier, où finalement des intellectuels quand même reprennent cette idée que puisque l'enfant est doté de désir, eh bien allons-y, on peut aussi s'en servir. La presse écrite dénonce des choses, mais pas toujours dans le bon sens, et en tous les cas, ça renvoie au poids du silence, là encore, ça se referme. Les années 80-90, puisque la grande accessibilité aux moyens de communication et à la technologie commence, il y a bien sûr une libération de parole, et une libération de parole des victimes. Les associations vont s'en saisir, dont le collectif contre le viol. On a la loi de 98, qui vraiment est une loi fondamentale pour dire il faut prendre en charge les victimes, il faut prendre en charge les auteurs. On a tout un tas de publications scientifiques qui sont là. Et puis malgré tout, toute cette médiatisation, on verra que le silence, il est encore là. Alors bien sûr, après, il faut parler d'Outreau, il faut parler de plein de choses qui se sont passées dans ces périodes-là, jusqu'au début des années 2000. Et on arrive comme ça aux années 2000, cette fois. Alors là, c'est vrai que les moyens de communication, l'accessibilité se démultiplie. Et là, c'est ce que vient de vous dire aussi Rosa. On va voir des choses stupéfiantes, où bien sûr avec son portable, on peut voir, on peut tout voir, et quelles que soient les personnes. Je me souviens du premier déficient qui me montre une image porno en me disant « Toi, t'es Madame Sexe, regarde ». Et voilà, bon. Mais en même temps, il faut quand même se rendre compte qu'il va y avoir des évitements, et peut-être que là encore, le poids des tabous, des conflits, peut-être des dogmes, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Finalement, qu'on va avoir des victimes de violences sexuelles qui ne sont pas forcément reconnues, qui ne sont pas forcément pris en charge, loin de là, et que c'est peut-être là qui est un scandale aussi. Donc de la biblio, il y en a beaucoup sur tout ça. Mais
le poids du silence. Le poids du silence qui a enfermé tellement de personnes dans leur souffrance. Et ça crée évidemment des choses dramatiques. Peut-être qu'il y a des tragédies là qui se sont vraiment construites sur ce poids du silence. Alors là-dessus, il y a l'allumette, là, le truc qui arrive, vous voyez. Là, on est au mois d'octobre. Alors là, on a l'impression que tout à coup, le monde va découvrir les violences sexuelles. Alors on se dit au départ, de toute façon, voilà, la mèche s'allume, et puis d'abord, ça va peut-être faire comme les autres fois. Hein. Mais là, on va voir qu'en termes de machines de guerre, c'est peut-être notre processus de guerre qui va se déployer, parce que les moyens technologiques, ils vont, vous savez, de partout, hein, même dans l'armée, mais que quand même, peut-être que, au fond, les femmes, elles ont un peu d'autres moyens, des fois. Et c'est vrai que cette libération de parole, là, elle va passer par aussi ces moyens technologiques, mais peut-être d'une façon fracassante, parce que quand même, vous voyez, hein, ça va aller vite, ça va se drainer, l'onde de choc va être extrêmement importante, et que là, on va avoir l'impression qu'on est accablé de tous les côtés. Alors là, volontairement, j'ai pas mis beaucoup de noms, parce que, bien sûr, là, c'est le grand déballage. Weinstein, ce sera plus de 100 victimes en un... Voilà, enfin, ça va être... Et ça va toucher tous les pays, au fond, hein. Même en Suède, Arnaud, qui est quand même un Français, le Weinstein du Nobel, vous voyez, ça va... Voilà. Alors c'est vrai qu'on va dire c'est un déballage, mais voilà, peut-être que c'est pas le fruit du hasard, c'est le fait de ces projecteurs qui s'étaient déjà allumés, qui s'étaient éteints, qui se rallument. Mais le monde a changé, le monde a évolué, de nouvelles technologies de communication font que ça avance autrement. Alors bien sûr, ça se polarise quand même pendant un certain temps. Moi, j'ai trouvé ça s'est beaucoup polarisé sur les femmes en particulier, hein, les femmes adultes, c'était logique d'ailleurs. Mais au fond, on n'entendait pas non plus beaucoup parler de la question des enfants victimes et puis des autres personnes vulnérables. Moi, pendant quelques mois, je vais dire, presque mois, je suis restée un peu dubitative. Parce que finalement, on se rend compte qu'il a fallu cette affaire-là, là, dans notre pays, pour que là, tout à coup, on dise, mais ouais, quand même aussi les enfants qui sont victimes, hein, avec ces parents qui avaient demandé une requalification au titre du viol et non d'atteinte sexuelle, c'est-à-dire de quelque chose qui aurait été fait sans surprise, sans problème, puisque une petite fille de 11 ans, finalement, pouvait dire oui à un homme de 28 ans, quand même. Hein. Bon, et bien sûr, on a commencé à parler des autres personnes vulnérables. Ouais, certainement, mais je vais faire bien sûr, parce que quand on pense aux personnes vulnérables, on pense aux personnes handicapées, hein, mais qui ne sera jamais vulnérable, au fond? Et là, je vais faire un peu d'humour quand même dans tout ça. C'est de vous mettre cette petite réflexion de Blanche Gardin, vous savez, qui est un peu décapante. Les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices. Par contre, il y a quelque chose de pas clair qu'il va falloir clarifier. Est-ce que nous, on a encore le droit de coucher pour avoir des rôles ? Parce que des fois, c'est vrai qu'il faut gagner sa vie, hein, et que, voilà. Bon, alors. Bon, comprendre quand même que, au-delà de l'histoire, cette affaire-là, elle restera toujours une affaire de culture, de psychologie, de psychiatrie, d'éducation, de tout, quoi. De tous ces domaines qu'on approche de plus en plus pour essayer de les comprendre, mais tout ça, c'est dur, c'est complexe. Comprendre que le poids de l'histoire pèse dans la société, en milieu professionnel aussi, tiens. Parce que c'est aussi une question de femmes et d'hommes. Et je confère à ce que Philippe Breneau nous en disait ce matin. Hein. Et tiens, moi j'avais mis la même chose, Aristote, la matière féminine inerte, ou Balzac, plus récent, vous voyez, quand il nous citait ça, bon, bien sûr qu'on n'est pas remis, hein, de tout ça. On n'est peut-être pas prêt de s'en remettre comme ça, mais bon, le monde avance. Bon, comprendre que l'on sait mieux approcher ces questions de violence et de violence sexuelle. Évolution des lois, même de la violence sexuelle dans le couple, les fameux CRI AVS, qui sont ces centres ressources pour toutes les personnes qui travaillent sur les violences sexuelles, oui, sur la question des auteurs, mais pas seulement sur les violences sexuelles. Donc on avance pour approcher tout ça. Mais comprendre aussi une évidence clinique,
Les violences sexuelles sont des violences singulières, car dans la majorité des cas, elles ne se voient pas, ne se parlent pas, ne s'entendent pas, ne s'envisagent pas. Moi, j'ai été urgentiste. Dès qu'il y a un enfant qui est renversé par une voiture ou une autre personne, il y a tout de suite les pompiers, le SMUR, il y a tout le monde qui débarque. Ben là, il n'y a personne, hein, c'est le silence. Ouais. Alors, d'où leur fréquence, d'où le nombre de victimes non reconnues, non prises en charge, et qui vont mal, souvent. Osons le dire aussi. Hein. Alors, comprendre l'affaire d'un tabou quand même, nous, sexologues, bah ouais, c'est quand même l'affaire de ce tabou sur la sexualité qui quand même persiste encore. Et là, bah, peut-être que finalement, oui, ces 100 femmes là qui s'étaient un peu bougées pour dire nous défendons une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle. Bon, allez. C'était certainement important qu'elles écrivent ça parce qu'au fond, ça remettait peut-être un peu cette histoire de sexualité dans les débats. Ouais, dans les violences sexuelles, il y a quand même une affaire de sexualité. Moi, je me rappelle, quand je suis débarquée en 2012 dans une unité régionale de soins aux auteurs de violences sexuelles, on m'a dit « Qu'est-ce que tu viens faire là ? Alors, violence sexuelle, c'est pas une question de sexualité. » Bon, depuis, ça a bien évolué, je vous l'ai déjà dit. Alors, oui, bien sûr, il faut des formations sur la sexualité, il faut des formations sur le développement sexuel aussi. Hein, parce que quand on voit l'histoire des enfants, ça veut dire qu'il faut quand même s'interroger sur tout ça. Nécessité de considérer les violences sur tous les aspects de leurs conséquences, psychiques, somatiques, sexuelles, pour favoriser la guérison des victimes et pour favoriser un bien-être sexuel quand même. Donc c'est la place de la sexologie. Ouais, elle a toute sa place, là, notre discipline. Hein. Alors, être en mesure de ce premier objectif, vous voyez, rôle des sexologues, un rôle qui est fondamental. Il n'est pas simple dans le contexte, car d'abord, on n'est pas suffisamment reconnu. Puis même, je pense que dans la communauté des sexologues, beaucoup se voient pas aller là-dessus. Il faut dire que les enjeux médico-légaux, ils sont forts, hein, et que c'est vrai qu'on suit des personnes, et il y a toujours un juge d'instruction qui un jour peut vous demander votre dossier. Moi, je l'ai encore vécu récemment, ça. Hein. Alors, les sexologues, oui, ils ont été chamboulés, hein, bon, comme tout le monde. Alors, bien sûr, avoir du bon sens, ne pas surfer sur la vague. Pensez à la prévalence quand même de cette affaire-là, et je vous mets juste, parce que oui, c'était apparu tout à l'heure, hein, il y a eu un homme sur 25, une femme sur 7, mais voyez ça quand même, 5 fois plus de risques de devenir auteur pour les garçons victimes de violences sexuelles dans leur enfance, et encore plus s'ils cumulent d'autres formes de violence. Et en un, les violences conjugales, aucun doute là-dessus. C'est terriblifique ça, hein. Alors, être en capacité d'établir un dialogue propice au dépistage de signes évocateurs de traumas sexuels. Ouais, on a du boulot, nous, sexologues, là-dessus. Alors, oui, c'est ça. Non. Voilà, alors des formulations, vous reprendrez le temps de les relire, puisque le PowerPoint, il va être sur le site. Mais voilà, c'est ouvrir ces dialogues. Je crois qu'on ne peut pas passer à côté. Voilà, bon, il faut nouer des dialogues avec tout le monde le plus tôt possible et de façon diverse et multiple, parce que ces violences sexuelles, elles ont pu être vraiment de plein de manières. Donc, le plus vite possible, nouer un dialogue. Connaître les principaux indicateurs de violences sexuelles, à savoir opérer dans la clinique sexologique, eh bien là encore, c'est un rôle fondamental, parce que, oui, notre clinique, ça peut être tout ça. Voilà. Et la liste, elle n'est pas exhaustive, parce que là, il y a encore plein de choses. Mais c'est de repérer toutes ces choses. Ces choses que des fois on va se dire, tiens, il y a ça, cette personne, elle a ça, elle a ces signes que je vois devant moi, et il faut croiser tout, là, faire une impression clinique, mais d'où une évaluation aussi rigoureuse, de chercher alors les contextes d'adversité ou non, parce qu'il y a des gens, il n'y a pas de contexte d'adversité, mais pourtant ils ont vécu des violences sexuelles dans l'enfance, on a l'impression qu'ils s'en sont remis, mais n'empêche qu'il faut chercher tout. Et les pathologies somatiques, il faut les chercher. Alors voilà, c'est un diagnostic, moi je vais le dire quand même, d'urgence. Il ne faut pas passer à côté. Encore récemment, j'ai vu une personne, elle avait vu un sexologue qui est manifestement passé complètement à côté, et c'est un CMP qui me l'a envoyé après, vous voyez, mais donc
dépister, orienter selon la formation initiale en sexologie, mais parce que l'important, c'est qu'il va falloir poser un diagnostic et favoriser la prise en charge globale, dont un parcours de soins en médecine sexuelle. Bon, le parcours de soins global, hein, une victime, c'est quelqu'un qu'il faut encourager dans une prise en charge. Alors, alors là, je me suis autorisée à mettre cet exemple de parcours de soins, qu'on travaille, nous, actuellement à Lille, mais juste pour dire quoi? Que tout le monde a de la place là-dedans, que les sexologues, quelle que soit leur formation initiale, eh bien, on est tous concernés et on a tous un rôle. Pendant trop longtemps, les victimes n'ont pas été prises en charge suffisamment. Les sexologues, tous, ont une place. Et ça va évoluer encore dans ce qu'on peut proposer. Voilà, alors là, j'ai mis juste une observation adressée dans une unité de soins aux auteurs, voilà, par la pédopsychiatre et la psycho du CESAD. Il est scolarisé en 5e. Il inquiète les professionnels du CESAD et du collège parce qu'il a des comportements de mal-être et d'agressivité. Il a des comportements sexuels problématiques qui ont commencé avant même, ses 13 ans. Du harcèlement, notamment sexuel, est suspecté à son encontre. Il a eu des idées suicidaires. Il dit vouloir partir à Paris, rencontrer des hommes avec lesquels il discute sur le web. C'est un ado du 21e siècle. Laurent affirme son orientation homosexuelle. Depuis plusieurs mois, il adopte des comportements plutôt féminins et dit ne plus vouloir être un garçon. Voilà, on nous l'envoie aussi. Pourquoi? Parce que il a agressé sexuellement son frère âgé de 9 ans à ses 12 ans. Un signalement a été fait par la pédopsie suite aux révélations de la mère sur ces faits. Laurent parle peu, il a une expression figée à la première consulte. Il s'implique davantage dans les 2 consultations suivantes. Le repérage d'idées suicidaires amène à demander une évaluation en milieu hospitalier dès la 4e consulte. Il demande à revenir rapidement en consultation de sexo. Il peut alors verbaliser que sa mère aurait préféré avant sa naissance qu'il soit une fille et que son père qui a quitté le domicile préférait les filles. Après 12 consultations, Laurent a pu parler d'une exposition dès 9 ans à des supports porno avec des jeux sexuels avec un garçon de son âge, avec des pénétrations sexuelles. Des faits d'agression sexuelle par un homme adulte à ses 7 ans lui sont revenus en mémoire. Dans ce travail de remémoration, comme vous le disait Laura tout à l'heure, il a pu remettre tout ça. Il avait eu un suivi en CMP à la suite de cet épisode rapidement révélé, judiciarisé, mais arrêté après quelques mois devant son état clinique, laissant à penser qu'il n'y avait pas de conséquences. À noter que sa mère, victime d'inceste dans son enfance, pourra alors exprimer son mal-être au moment de la révélation, là, quand lui était petit. Et qu'elle, d'ailleurs, elle a complètement omis de le signaler à la pédopsychiatre. Des éléments de réflexion apportés sur l'attachement, sur le développement sexuel et la violence sexuelle ont été mis en perspective. Par la suite, Laurent dit se sentir heureux d'être un garçon. Alors c'est vrai que sa mère, quand elle était enceinte, les échos disaient vous attendez une fille. Et puis juste avant la naissance, on lui annonce alors c'est un garçon. Et elle, parce que tout ça, il a fallu le parler avec son fils. Lui, il avait compris qu'elle n'avait pas été contente du tout d'avoir un garçon, et elle a pu dire après, mais quand je lui avais raconté que j'avais su que c'était finalement un garçon, j'ai du mal lui raconter, peut-être, mais non, j'étais heureuse qu'il soit un garçon, que toi tu sois. Voilà, elle a pu lui parler comme ça, et voilà. Bon, alors vous voyez là, Marie-Laure, il faut que tu je vais arrêter. Il affirme avec quiétude son orientation homosexuelle et son entourage constate un apaisement global ainsi qu'une attitude plus sereine au domicile avec sa mère et son frère, tout en ayant pu s'exprimer sur les faits commis sur le petit frère. Vous voyez, voilà, tout un travail de... il a eu prescription de sertraline pendant quelque temps, malgré les idées suicidaires. Quand il n'avait plus... la question des idées suicidaires avait été bien prise en charge. Il a été intéressant de lui prescrire un peu de sertraline. Voilà, j'arrive à la conclusion, tu vois, je vais être pas mal. Violence sexuelle, après le silence, le raz-de-marée. Eh ben oui, un raz-de-marée. Moi, je pense qu'il était utile. Allez, pour construire résolument. On va essayer de faire en sorte que les projecteurs
s'éteignent pas. Et puis c'est un virage pour la sexologie. Il faut qu'on y aille là. Hein. On a tout ce qu'il faut. On a une stratégie nationale de santé sexuelle. On a la place de l'éducation sexuelle qui va là d'avant. Tout ça, c'est la sexologie. Tout ça, elle le porte. Hein. Et la place de cette médecine sexuelle qui permet de renforcer le parcours de soins pour la prise en charge des violences sexuelles en intégrant le soin de la sexualité. Voilà, espérons que les recommandations de la HAS vont aller dans le même sens pour donner cette place. Voilà. Merci Marie-Laure. Nous nous excusons Marcel qui doit partir à une réunion et on lui dit à l'année prochaine. Marie-Laure, tu as parfaitement montré effectivement qu'on a besoin de détonateurs pour reprendre un petit peu du champ visuel. Jusqu'à ce qu'on se laisse encore submerger peut-être, mais que le travail que nous faisons et que vous faites avec ces auditions publiques qui vont être publiées bientôt fait partie des choses qui vont être utiles pour la postérité. Et donc maintenant nous faisons appel à Patrick Blachère, que vous connaissez bien également, qui est psychiatre, expert judiciaire et qui va nous proposer des paroles, des actes, des attitudes envers les pédophiles qui ne sont pas passés à l'acte. Donc en fait, moi je m'occupe essentiellement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel en tant qu'expert. Donc je rencontre des sujets qui sont passés à l'acte, donc des auteurs d'infractions à caractère sexuel sur mineurs, dont la plupart sont pédophiles. Je vais relever les micros. Et je rencontre aussi des auteurs de films pédopornographiques. Il faut savoir que ce n'est pas la mafia en France. En France, la plupart des auteurs de films pédopornographiques sont les enfants eux-mêmes. Et les 3 auteurs que j'ai vus sont des filles qui avaient 14 ans. Je précise d'ailleurs que la diapositive 21 est passible de sanctions, celle que tu passes, et que normalement on ne devrait pas la passer sur le site de l'AIUS. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de diffuser une image qui représente une image pédopornographique. Et c'est important d'être quand même très vigilant là-dessus, parce qu'en fait, on peut tous être indirectement complices de cette diffusion de pédopornographie. Alors, c'est évident que les gens ne vont pas aller se masturber sur le site de l'AIUS, mais ils peuvent télécharger notre image, et ça, il faut être quand même très vigilant là-dessus, parce que les choses sont très complexes. Et moi, ce qui me gêne, c'est que ça fait des années que je vois les auteurs en obligation de soins, et que je me dis qu'il serait peut-être intéressant parfois de les voir avant, c'est-à-dire de savoir ceux parmi les pédophiles qui vont passer à l'acte et pouvoir les recevoir. En 40 ans de carrière, je n'ai vu que 3 pédophiles qui sont venus me voir parce qu'ils ne voulaient pas passer à l'acte. Et je pense qu'ils n'osent pas consulter parce qu'ils ont peur qu'on les dénonce. Et donc, depuis quelque temps, je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas, mais ça va passer. Voilà. On essaye de prendre en charge ces sujets-là. Il y a des campagnes qui vont être mises en place par les CRIAS et par d'autres associations pour que justement les pédophiles puissent consulter pour éviter le passage à l'acte. Alors le problème, c'est que la paraphilie pédophile, on sait qu'il y en a beaucoup, on sait l'évaluer. Par contre, la classification, elle change avec les époques et les systèmes. Récemment, le DSM-5 a modifié la classification de la pédophilie paraphile, ce qui fait que quand on fait des études scientifiques, on ne peut pas tenir compte des anciennes études avant le DSM-5 parce que les critères ne sont pas les mêmes. On parle de troubles paraphiles et de paraphilie, alors qu'avant on parlait que de paraphilie. C'est un petit problème technique. En fait, on ne sait pas vraiment évaluer la pédophilie, si ce n'est que la prévalence chez la femme, c'est 3% dans la population générale, et chez l'homme, c'est entre 1 et 15%. Donc il y a une prévalence importante, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans cette salle, si je pars du principe qu'il y a 80%, j'ai prévu 300 personnes, de femmes, eh bien il y en a au moins 10 d'entre vous qui ont des fantasmes pédophiles. Ça, c'est important à savoir. Il ne faut pas dire, c'est un petit peu, tout à l'heure on a parlé du cancer, beaucoup de gens ont des cancers dans cette salle, on a parlé des victimes d'agressions sexuelles, beaucoup de gens ont été victimes, mais il y a au moins parmi nous 10 personnes qui ont des fantasmes pédophiles. Et pour cela, moi je pense qu'il faut les aider. Alors je vous donne des trucs. Première chose, il y a un site qui s'appelle PédoHelp. Donc demain, il sera présent ici et vous pourrez tous repartir avec des brochures et des affiches. C'est pas forcément ce qu'on pourrait imaginer de mieux, parce que c'est pas l'État qui le fait, comme pour les violences conjugales, mais c'est quand même un début, d'autant plus que ces référentiels d'aide aux sujets qui sont concernés ont été faits en collaboration avec les centres ressources.
Si vous avez encore plus de difficultés, vous allez sur le site L'Ange Bleu. Et là, vous avez un numéro de téléphone 06 et quelqu'un qui vous répond de 17h à 21h gratuitement pour parler avec vous de vos difficultés et essayer de vous guider pour faire quelque chose, d'aller voir un thérapeute. Et puis, nous avons tous les centres ressources. Et si vous appelez les centres ressources, ils sauront vous mettre en relation avec quelqu'un qui pourra vous aider. Alors, vous allez me dire, mais avoir des fantasmes, on peut avoir des fantasmes sadiques et pas passer à l'acte, on peut avoir des fantasmes zoophiles et pas passer à l'acte. Peut-être, mais en matière de pédophilie, avoir ce type de fantasme, vous avez un risque de passage à l'acte, vous avez un risque de vous retrouver en garde à vue, vous avez un risque de vous retrouver en prison, vous avez un risque de faire souffrir quelqu'un, ce qui n'est peut-être pas forcément votre but, un enfant, un de vos proches. Donc, c'est intéressant de vous faire aider pour au moins évaluer la dangerosité de votre problématique, et ça, on sait faire. Donc, que faire ? Eh bien, vous pouvez aussi consulter votre médecin ou un soignant pour lui parler de ses fantaisies homosexuelles, hétérosexuelles, en tout cas pédophiles, peu importe. La pédophilie, qu'elle soit homosexuelle ou hétérosexuelle, est problématique. Il faut savoir que le secret médical est absolu, sous réserve que le dossier ne soit pas saisi. Mais le soignant a une obligation de faire quelque chose si un sujet est en danger ou si vous allez passer à l'acte. Mais même dans ces cas-là, moi je vous conseille d'oser en parler. C'est-à-dire que même si vous savez que le soignant va faire quelque chose, c'est quand même mieux de passer par cette étape. Que va faire le soignant à partir de là ? Il va d'abord établir un diagnostic en éliminant ce qui n'est pas une paraphilie. Ce qui nous arrive à nous les psychiatres, c'est de rencontrer des sujets qui ont fait un rêve érotique où il y avait un enfant, qui sont très perturbés parce qu'ils ont une excitation sexuelle. Ça, ce n'est pas de la pédophilie. Et puis, il m'est arrivé encore tout récemment d'avoir un sujet qui avait une phobie d'impulsion. C'était un directeur d'un grand restaurant style fast-food. Et il avait, quand il voyait un enfant, la peur de le déshabiller et de prendre son pénis dans la bouche. Il avait une autre phobie qui était, quand il voyait un fauteuil roulant, la peur de le renverser. C'est assez original. Alors ça fait rire le deuxième, ça fait pas rire le premier. Je trouve que c'est aussi sadique l'un que l'autre, mais bon, chacun ses trucs. Mais j'ai pas dit qu'il y avait ri. Donc c'était des phobies d'impulsion. Ce type-là, il passera pas plus à l'acte que n'importe quelle phobie d'impulsion. Donc, qu'est-ce que va faire le thérapeute ? D'abord un diagnostic différentiel, et puis lui aussi, il va vous orienter vers un lieu d'écoute et d'accueil. Donc, pour les 10 d'entre vous qui sont concernés, PédoHelp, l'Ange Bleu, le CRIAFS ou votre soignant. Et puis, pour tous les autres, les 290 autres, que faire ? D'abord, il faut être prêt pour l'accueil. D'abord, être à l'aise avec notre propre sexualité. C'est pas évident, parce que les prévalences des paraphilies, on les connaît. Donc, dans la salle, statistiquement, il n'y a pas de nécrophiles, il n'y a pas de staccatophiles, on n'en est pas sûr. Mais par contre, des zoophiles, statistiquement, il y en a. Les exhibitionnistes, il y en a. Et les adeptes du BDSM chez les femmes, il y en a beaucoup. Je ne dirais pas le nombre, mais statistiquement, beaucoup d'entre nous ont des fantasmes paraphiles. Et donc, il faudrait peut-être être à l'aise avant de vouloir aider ceux qui ont des fantasmes pédophiles. Et c'est peut-être un des freins qui gêne cette pratique. Donc, parlez-en à vos superviseurs, parlez-en à vos soignants aussi. Et puis aussi quelque chose qui gêne toute la prise en charge des auteurs d'infractions à caractère sexuel et qui va gêner la prise en charge des pédophiles, c'est si vous avez été victime vous-même de pédophiles, si vous avez un passé de victime. Donc une fois que vous serez à l'aise, on pourra peut-être accueillir ces gens. Et c'est là où il y a une possibilité qui est de mettre en salle d'attente une affiche qui est assez originale, qui est faite par l'association PédoHelp. Alors, personnellement, je ne l'ai pas mise dans ma salle d'attente parce que j'aurais aimé qu'elle soit faite par un site du gouvernement, mais celle-ci est faite par PédoHelp, c'est pas inintéressant, donc elle n'est pas d'un grand format, je l'ai amenée ici. Donc c'est un format A3. Et on ne choisit pas ces fantasmes, et on vous demande de vous rapprocher du site, ce qui n'est pas inintéressant. C'est un début de campagne, mais pour cela, il faut être capable de pouvoir répondre aux questions qui pourront être posées par les sujets qui vont être concernés, hommes ou femmes, qui ont ces fantasmes dont ils n'osent pas parler. En tout cas, moi, je pense que c'est un début. Je ne sais pas s'il faut la mettre tout de suite dans la salle d'attente, parce que moi, je ne suis pas prêt. On pourrait la mettre dans les toilettes des séminaires aussi, ou des choses comme ça. On pourrait imaginer plein de trucs, mais en tout cas, dans les endroits où les gens peuvent être concernés. Et puis, par contre, demain, vous aurez tous ces plaquettes qui sont très bien faites parce qu'elles ont été faites en collaboration avec les centres ressources. Il y en a 2.
Un qui est fait pour les professionnels de l'enfance, ceux qui sont directeurs de clubs sportifs par exemple, d'écoles de foot, et puis un autre qui est fait pour les soignants, qui vous concerne directement, où il y a toutes les définitions de la pédophilie, toutes les évaluations de la dangerosité et les éléments de référence légaux qu'il faut respecter pour pouvoir prendre en charge ces sujets qui viennent consulter. Donc, une fois informé par cette lecture, que faire? Eh bien, un diagnostic, une évaluation du risque, une évaluation de la conduite à tenir sur le plan médico-légal. Et ce qui est bien, c'est que cette brochure en 10 pages répond à toutes ces questions. Donc, si vous êtes à l'aise avec votre sexualité, eh bien, vous pourrez être à l'aise dans l'écoute et ça va orienter ces sujets. Le but, c'est quoi? Eh bien, c'est de permettre d'orienter les sujets qui sont déjà passés à l'acte vers l'autodénonciation. Ça m'est arrivé une seule fois dans ma carrière. Mais au moins, ça a permis qu'il se dénonce lui-même et ça lui a permis, en tout cas, d'éviter la prison tout de suite. Ce qui n'est pas inintéressant pour lui, ça aurait été assez inutile, mais ça a permis quand même toute une prise en charge. Deuxième intérêt de cette prise en charge des pédophiles avant le passage à l'acte, c'est de diminuer le risque de passage à l'acte, soit vers un enfant, soit vers la consommation de pédopornographique, qui est aussi une autre forme d'infraction. Et puis, vraisemblablement aussi de diminuer les pratiques incestuelles. Tous les pédopsychiatres et psychologues qui sont dans la salle savent qu'il y a quand même des sujets qui ne sont pas pédophiles, mais qui ont des relations avec leurs enfants qui sont quand même très étonnantes sur le plan de l'intimité partagée. Et puis le dernier item, qui est un item pour ceux qui viennent consulter, c'est aussi de diminuer la souffrance des sujets. Comme je disais, j'ai vu très peu de sujets qui sont venus en consultation pour se faire soigner avant de passer à l'acte, mais ils n'imaginaient pas la possibilité d'un tel passage à l'acte. Un de mes premiers patients qui était venu, j'étais encore tout jeune psychiatre, c'était un instituteur qui, la première fois, il faisait un cours en école maternelle, a pris un enfant de 4 ans sur les genoux et a eu immédiatement une érection. Et il m'a dit, j'ai compris pourquoi j'avais la vocation. Ça a été son dernier jour d'école et ça a été une des seules choses que j'ai pu faire pour lui, mais ça a été quand même relativement efficace, à la fois pour lui et éventuellement pour d'autres victimes. Donc, sachez orienter vers les centres ressources, ça me paraît la première chose à savoir, vers le monde associatif, l'Ange Bleu, PédoHelp. Après, il y aura un travail psychothérapique, mais ça c'est un peu compliqué à évoquer. Et pour l'instant, c'est pas encore non plus très consensuel. Dans la biographie qui est avec le résumé du congrès, vous avez un ouvrage suisse qui est fait là-dessus, qui est remarquable, qui explique l'état des travaux actuels sur la prise en charge des pédophiles qui ne sont pas passés à l'acte, tant au niveau d'évaluation de la dangerosité de chacun que du travail qu'on peut faire avec eux. En résumé, il faut que les patients de cette salle potentielle et les soignants que sont les autres, nous soyons responsables. Il faut que les patients osent parler, que les pédophiles osent parler, car ils deviendront des patients et pas des criminels. Et il faut permettre de libérer cette parole. Ce que j'aimerais quand même, c'est que, au niveau des ministères, on puisse relayer les associations et qu'il y ait un jour une affiche qui soit faite par l'équivalent d'un 3919 ou de SOS Violence, qu'il y ait un numéro vert qu'on puisse appeler pour que ces sujets qui ont peur de passer à l'acte puissent être aidés de façon anonyme dans un premier temps, mais en tout cas de façon très discrète, sans avoir peur forcément d'avoir les menottes parce qu'ils vont en parler. Alors, la question que je pose, c'est celle-ci. Est-ce que vous sentez prêt lundi pour mettre ça en salle d'attente? Peut-être pas, mais en tout cas, vous l'aurez, vous aurez les livrets. Commencez par les lire, et puis essayons, avec les centres ressources, de faire en sorte que cette initiative qui est faite par PédoHelp puisse être relayée au niveau national. Je vous remercie.